Nous sommes le lundi 21 décembre. Un grand merci pour votre mobilisation de fin de semaine. Cependant, nous ne sommes pas encore sereins parce qu'il nous manque en vérité plusieurs mois de budget. Alors mon appel devient forcément urgent. Il reste quelques jours, une grosse semaine, pour atteindre les objectifs financiers qui assureront la survie de votre chaîne en 2021. Notre budget annuel est à nos yeux important en réalité. Il ne représente non pas 3 mois, pas 3 jours, pas 3 heures, mais 2h20 de programme de France Télévisions financé par vos impôts. Avec beaucoup d'ingéniosité, la première chaîne audiovisuelle alternative de France poursuit sa progression et se renforce, touchant dorénavant des millions de visiteurs uniques. Soutenez le projet de TV Liberté en faisant un don défiscalisé impérativement avant le 31 décembre. Aidez-nous tout de suite ensemble pour nos libertés. Frappons plus fort. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel immédiat. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Nicolas. Et vous l'avez remarqué, ce numéro d'immédiat est exceptionnellement tourné et diffusé un mercredi, période de Noël oblige. Et Jean-Yves, c'est d'ailleurs l'occasion de souhaiter à tous les téléspectateurs un joyeux Noël. Joyeux Noël. Alors, puisque nous en sommes aux annonces, sachez que ce numéro d'immédiat est le dernier de l'année sous cette forme, puisque la semaine prochaine, jeudi prochain, nous diffuserons une émission spéciale reprenant les meilleurs extraits de l'année. Au sommaire, cette semaine, nous reviendrons d'abord sur le crachat du joueur de football Marcus Thuram, le fils de Lilian Thuram, contre un autre joueur. Nous analyserons ensuite l'hystérie médiatique autour de la mutation du Covid-19, hystérie médiatique qui s'est traduite en hystérie politique. Et comme d'habitude, nous reviendrons ensuite sur l'actualité médiatique de la semaine dans la revue de presse. Puis nous verrons que le concours Miss France a été marqué cette année par des propos antisémites attribués par certains médias à l'extrême droite. Enfin, nous conclurons cette émission sur une note positive avec un retour sur quelques bonnes nouvelles de cette fin d'année. Immédiat numéro 328, c'est parti. Et pour commencer cette émission, c'est l'image de la semaine. Et cette image, Jean-Yves, c'est celle d'un crachat, celui du joueur français Marcus Thuram contre un autre joueur de football en Allemagne, un crachat qui a beaucoup fait parler. Alors la scène est assez ignoble, parce que le crachat, ça a quand même une signification de mépris. On pourrait d'ailleurs accuser le cracheur, à savoir Thuram fils, d'attitude contaminante. C'est quasiment un crime sanitaire. Donc c'est quand même, ça met très très mal à l'aise. Et puis le joueur, il réagit pas. La réaction naturelle, ça aurait pu être de taper quand même. Mais non, il tape pas, il se trouve par terre. Voilà. Donc tout ça met très mal à l'aise. Et simplement, ce qui met encore plus mal à l'aise, c'est que finalement, on a considéré que c'était pas bien grave, alors que l'inverse, si c'était ce joueur blanc, pardon d'utiliser les termes, mais là, je crois que ça s'impose. C'est la réalité, Jean-Yves. Avait craché sur le joueur noir, on aurait évoqué le mépris du blanc, l'esclavage, et que sais-je encore. On est vraiment, comme d'habitude, dans le média, à deux vitesses. Voilà. Et justement, Jean-Yves, il s'agit du fils de Lilian Thuram. Et ce qui est amusant, c'est que Lilian Thuram a réagi, et on le voit avec cet article de Ouest France, le crachat de Marcus Thuram, un geste involontaire, selon son père Lilian. Donc ça veut dire que le crachat est naturel dans la famille Thuram. Voilà, c'est la conclusion qu'on peut en tirer. Je laisse la responsabilité du propos à Thuram père, grand philosophe, grand historien, grande conscience et grande fortune. Passons au premier sujet, virus mutant et vaccin obligatoire, hystérie politico-médiatique.
Un projet de loi a affolé les réseaux sociaux. C'est Marion Maréchal qui a lancé l'alerte sur Twitter ce lundi 21 décembre. Un véritable scandale se passe sous nos yeux. Le gouvernement fait voter en procédure accélérée la pérennisation de l'état d'urgence sanitaire et permet de transformer les non-vaccinés en citoyens de seconde zone. En cause, un projet de loi rédigé par Jean Castex et ses équipes qui prévoit de mettre en place la possibilité d'un état d'urgence encadré par la loi qui puisse être activé en cas de nouvelles crises sanitaires. Et on lit par exemple dans la présentation de ce projet de loi, l'ambition du présent projet de loi est de substituer aux dispositions de l'état d'urgence un dispositif pérenne dotant les pouvoirs publics des moyens adaptés pour répondre à l'ensemble des situations sanitaires exceptionnelles. Il s'agit de bâtir un cadre robuste et cohérent. Sauf que plusieurs points sont évidemment très discutés, et notamment un élément. Dans les circonscriptions territoriales où l'état d'urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut subordonner les déplacements des personnes, leur accès aux moyens de transport ou à certains lieux, ainsi que l'exercice de certaines activités, à la présentation des résultats d'un test de dépistage et à l'administration d'un vaccin. Et c'est là le point qui a agité tout le monde. Parce que c'est de fait une obligation vaccinale, pas générale, mais pour pouvoir se déplacer, pour pouvoir exercer une activité économique, pour pouvoir prendre les transports, etc. Voilà. Et donc on comprend que ça ait pu choquer, dans la mesure où, en matière médicale, la règle générale pour les médicaments ou pour les vaccins, c'est ce qu'on appelle le consentement éclairé, c'est-à-dire que le médecin qui propose la prescription on présente les avantages éventuels et les inconvénients éventuels, et ensuite le patient décide. Et là, on crée une obligation de fait, puisqu'effectivement, si vous n'êtes pas vacciné et que vous ne pouvez plus sortir, que vous ne pouvez plus exercer des activités économiques, vous êtes coincé. Alors, il faut noter le travail remarquable qu'a fait dans cette affaire Marion Maréchal, qui a été la lanceuse d'alerte. C'est-à-dire que ce ne sont pas les médias qui ont levé l'affaire, ce ne sont pas les partis politiques non plus, que ce soit LR ou le Rassemblement national. C'est cette personnalité extérieure, en quelque sorte, au monde médiatique et au monde politique, mais pas au monde métapolitique, qui a lancé l'alerte, et avec un certain succès, puisque le gouvernement semble faire marche arrière, en tout cas une marche arrière provisoire, restons prudents, mais l'affaire qui aurait dû passer ni vu ni connu juste avant Noël, au moment de la trêve des confiseurs, ça n'a pas marché pour le moment. Et ce qui est intéressant, Jean-Yves, c'est que le 26 novembre dernier, en réaction aux propos d'Emmanuel Macron sur le caractère non obligatoire du vaccin, vous évoquiez un petit peu déjà vos doutes. On va vous écouter. Les commentateurs politiques n'ont pas dit, ils ont pris les choses sans bien décrypter. Par exemple, quand Macron dit le vaccin ne sera pas obligatoire. Ça veut dire que la question de l'obligation du vaccin se pose. Bon, Jean-Yves, vous aviez vu juste avant tout le monde, finalement. C'est assez simple. Vous savez, avec l'équipe Macron, s'il dit nous écartons A, ça veut dire qu'il pense à A, mais qu'il ne fait pas A tout de suite. Ouais. Donc, et il nous disait, ça ne sera pas obligatoire. Un mois après, Castex nous dit, ça va être obligatoire. Et là, aujourd'hui, ils nous disent, non, finalement, on renonce pour le moment, donc il faut rester vigilant. Et pour arriver à la vaccination obligatoire ou fortement conseillée, il faut forcément une bonne dose de propagande médiatique. Et cette semaine, on en a eu une illustration avec l'emploi du terme mutation, la mutation du virus qui était sur toutes les lèvres journalistiques. En Angleterre, d'abord, le lieu où la mutation a eu lieu, avec le Sunday Times, Noël est annulé à cause de l'apparition d'un virus mutant. Et en France, la nouvelle a évidemment été traitée massivement par les médias, par exemple par les JT nationaux. Voici les titres. L'Angleterre se reconfine. Le pays alerte sur une mutation du virus qui le rendrait plus contagieux. Les scientifiques, eux, sont plus prudents, mais plusieurs pays européens, dont la France, suspendent les liaisons en provenance du Royaume-Uni. Question également sur cette nouvelle souche du coronavirus détectée au Royaume-Uni. Boris Johnson a pris la parole ce soir et évoque qu'elle se propage plus rapidement que la précédente. La presse écrite n'est évidemment pas en reste, avec Le Monde qui consacrait une double page à cette question. Atteint par un virus mutant, Londres se confine en urgence.
dans une version web, on voyait le titre de cet article. Au Royaume-Uni, une mutation du coronavirus vient conclure une année catastrophe. Libération en une, vaccination et mutation, la course poursuite. L'Est républicain, coronavirus, faut-il avoir peur du virus mutant? Et puis, Gabriel Robin sur Twitter note que BFM TV faisait les gros titres. Virus mutant, l'Europe se barricade, en déclarant que c'était un petit peu anxiogène. Et Jean-Yves, effectivement, le traitement médiatique était très anxiogène. Déjà, le mot virus mutant, c'est formidable parce que ça fait vendre, ça fait peur. Ouais. Et ça renvoie à toute la science-fiction qui évoque effectivement ce type d'hypothèse catastrophique. On a l'impression d'être dans un film catastrophe. Donc c'est très bon pour les médias, c'est très bon pour le pouvoir qui gouverne par la peur. Et ça se passe un peu partout dans tous les pays d'Europe. Voilà. Là où c'est un peu surréaliste, c'est que tous les virus mutent. Et toutes les mutations, évidemment, ne sont pas équivalentes, mais la vie d'un virus, c'est de muter. Exactement, et c'est ce que dit notamment un médecin sur LCI. On l'écoute. Et c'est une grande partie de l'Europe, globalement, qui se barricade face à ce virus mutant détecté au Royaume-Uni. Quand on dit virus mutant, il y a quand même une connotation péjorative. Ça fait peur. Mais un virus, par définition, est mutant. Le problème, c'est savoir... C'est banal, finalement, une mutation dans un virus. Voilà, c'est la vie naturelle, l'évolution naturelle de tous les virus. On voit très bien, à écouter ce professeur, que quand les médias utilisent le verbe virus mutant, ils font de la propagande plus que de l'information, parce que... virus mutant, c'est un peu un oxymore. Oui, exactement. Et ce qui est intéressant, c'est que certains médias n'ont pas cédé à la panique. Et je pense évidemment à TV Liberté, puisque le journal de TVL mentionnait des variations du virus ou un variant du virus, qui est d'ailleurs le bon terme scientifique. Donc le bon terme scientifique et journalistique, c'est plutôt à TVL qu'on le trouve que sur d'autres chaînes d'information. Ah oui, mais c'est moins vendeur. C'est moins affolant. Exactement. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Alors sur cette mutation, elle existe quand même. Jean-Yves, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot? Est-ce qu'elle est dangereuse? Qu'est-ce que concrètement? Je crois qu'on n'en sait pas grand-chose en fait. On glose beaucoup sur très très peu d'études. Apparemment, la transmissibilité serait plus grande, mais tout ça est extrêmement flou. Alors ce qui est assez amusant quand même, c'est que les mêmes qui nous disent c'est un nouveau virus ou un virus mutant disent mais pour le vaccin ça change rien. Alors en fait on n'en sait rien non plus à vrai dire. Oui, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de paroles qui vont dans le sens de la propagande. Donc on dit c'est mutant, c'est dangereux, il faut vacciner, ça change rien pour le vaccin. En fait on est très largement dans le flou et dans l'inconnu. Et il y a justement la question de l'inquiétude qui monte en Angleterre, avec quand même des annonces angoissantes du Parisien. Angleterre, le taux d'incidence en forte hausse. Et donc, la situation est donc dramatique a priori en Angleterre. Si vous voulez, là, toujours pareil, on choisit la progression. Il y a les moments où on communique sur le nombre, quand il est élevé, et les moments où, quand le nombre est assez bas, on communique sur le taux de progression. Là, en l'occurrence, c'est vrai qu'il y a un taux de progression important, mais sur un chiffre qui reste assez bas, puisque là où l'Angleterre est en écarlate, à Londres, il y a un cas de contamination sur 200. Voilà. Alors c'est vrai que ça peut monter. En gros, pour les téléspectateurs, c'est sur 7 jours, on a une personne sur 200 qui est testée positive. Voilà. Alors c'est pas négligeable, parce que ça progresse. Mais c'est pas non plus... et on ne le dit pas comme ça. Ouais. Voilà. Et on met du rouge bien écarlate sur la carte. On met du rouge bien écarlate, voilà. Et puis après, du rouge moins écarlate, puis de l'orange, puis du jaune. La carte est affolante. La réalité, elle est un peu plus nuancée. Oui, surtout quand on sait que c'est sur 7 jours, ça relativise un petit peu les choses quand même. Alors en France, la question peut se poser aussi, Jean-Yves, est-ce qu'on est dans un état catastrophique ou pas? Non, alors on a une augmentation d'une semaine sur l'autre de 17% de cas constatés, une augmentation qui reste quand même assez modeste, sachant qu'il y a eu une augmentation de 41% des tests. Donc évidemment, plus on fait de tests, plus on cherche, plus on trouve malgré tout, et qu'il y a une baisse de ce qu'on appelle l'incidence autour de 5%, c'est-à-dire que sur 100 tests, on trouve 5 tests positifs. Et on voit aussi bien quand même pour les tests
que pour les entrées à l'hôpital, on est dans une situation de plateau. Alors c'est vrai que quand il y a un plateau, le plateau, il peut ensuite être descendant ou il peut ensuite être remontant. Voilà. Mais il y a quand même la volonté d'affoler en prenant systématiquement l'information la plus inquiétante. Et puisqu'on parle d'informations inquiétantes ou non, il y a un tableau qui est intéressant, qui a été réalisé par un journaliste du média canadien Le Soleil, et qui compare en fait les données de la létalité du Covid-19 et de la grippe. Oui, alors, en gros, alors c'est assez parlant. Alors après, les statistiques, c'est toujours... oui, tout est approximatif. Toujours approximatif, oui. hein, donc il faut toujours être prudent. Mais on a des ordres de grandeur. Si on fait simple, le Covid est beaucoup moins létal que la grippe en dessous de 50 ans. Donc, empoisonner les gamins, empoisonner les actifs, ça n'a pas beaucoup de sens, puisqu'il n'y a pas de létalité. Il y a une létalité, en tout cas, moindre que pour la grippe, en dessous de 50 ans. Il y a une létalité, effectivement, supérieure à partir de 60 ans, et surtout de 70 et de 80 ans. À partir de 80 ans, il y a une létalité importante, liée aussi aux comorbidités. Hein. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au gros, en dessous de 50 ans, c'est quand même aberrant de mettre le pays à plat, parce qu'il n'y a pas de raison. Et je dirais qu'au-delà de 70 ou même de 80 ans, de toute façon, dans la vie, on entre dans des zones où le temps reste limité. Et s'il faut gâcher 1 an ou 2 ans de sa vie pour espérer éviter cette maladie, c'est pas non plus forcément rentable. Quand on va dire à quelqu'un de 95 ans, faut vous cloîtrer dans l'année ou les 2 ans qu'il vous reste à vivre pour vivre, c'est complètement stupide. Oui, après, bon, la mortalité est quand même très importante. On voit des taux qui sont supérieurs à 8% de létalité chez les plus de 80 ans. C'est quand même important. Mais oui, c'est important. Voilà. C'est important. Mais est-ce que pour autant, il faut arrêter de vivre? Ouais. Bon, en tout cas, il y a quelque chose qui s'est arrêté, Jean-Yves, avec cette apparition du virus mutant. C'est la circulation des personnes et des biens, puisqu'il y a eu le retour des frontières entre le Royaume-Uni et le reste de l'Europe. Et Jean-Yves, là, les médias aussi ont beaucoup glosé sur ce retour des frontières. Alors ça a beaucoup servi aussi à contribuer un peu à l'affolement, alors que dans un premier temps, on nous avait dit « mais non, on ne va pas fermer les frontières ». Mais vous vous souvenez quand... je crois que c'est le Rassemblement national où avait dit il faut fermer les frontières avec l'Italie quand l'épidémie arrivait d'Italie. On disait c'est aberrant, le virus n'a pas de passeport. Là, ça y est, là on bloque tout. Bon, alors pourquoi pas? Mais il y a aussi un petit côté santé-spectacle. Hein. Oui, parce que si la transmission a déjà eu lieu, forcément... C'est-à-dire que le fameux variant circule depuis déjà un moment. Le fameux variant, il a déjà franchi la Manche sans passeport, ça c'est sûr. Ouais. Il y a une autre actualité liée au Covid, eh bien, c'est tout simplement la contamination d'Emmanuel Macron qui a fait la une des JT. Dans l'actualité de ce jeudi, Emmanuel Macron touché à son tour par le coronavirus. Il souffre de symptômes légers et va devoir rester isolé pendant 1 semaine. Bienvenue dans le 20h de France 2, voici les titres de ce journal. Le président a le Covid-19. Emmanuel Macron a été testé positif ce matin et va devoir s'isoler pendant 7 jours. Et il n'est pas le seul. Il entraîne avec lui les 10 invités politiques d'un dîner hier soir, mais aussi des dirigeants européens. Et Jean-Yves, le sujet, il a été largement discuté par les médias. C'était le gros sujet. Ça a été le sujet, évidemment, ça a un intérêt. C'est que vous avez quelqu'un que vous connaissez qui a le Covid. Enfin, vous le connaissez de manière très indirecte, mais il peut arriver qu'on en connaisse d'ailleurs en dehors de Macron. Mais là, c'est vraiment... c'est le Covid, il rentre dans votre pièce. Il rentre dans votre salon, il rentre là où est la télévision, là où est le média, là est le Covid. Donc ça, c'est absolument massif. Ils en ont fait un paquet quand même. Hein. Ils en ont fait un paquet, avec d'ailleurs très peu d'informations. Oui, c'est vrai. Parce que, on ne sait pas, par exemple, quel est le traitement. Ouais, non, mais c'est vrai que en fait, il y avait beaucoup de défaits de manche, mais ils en ont fait pendant des heures, des émissions spéciales, des trucs comme ça. Mais la lanterne, ce qui n'a absolument aucun intérêt. Bon, en tout cas, Emmanuel Macron a posté une vidéo sur les réseaux sociaux de lui. On va le regarder tout de suite. Bonjour, nous sommes vendredi et je voulais m'adresser à vous parce que, comme vous le savez, depuis hier matin, j'ai été testé positif à la Covid-19. Après avoir éprouvé de premiers symptômes, j'ai donc fait le test
Et après avoir été positif, je me suis tout de suite isolé comme les règles sanitaires nous demandent de le faire. Je voulais vous rassurer. Je vais bien, j'ai les mêmes symptômes qu'hier, c'est-à-dire de la fatigue, des maux de tête, une toux sèche, comme des centaines de milliers d'entre vous qui ont eu à vivre ce virus ou qui le vivent aujourd'hui. Je vous rendrai compte chaque jour de l'évolution de la maladie, de ce virus. Il n'y a normalement pas de raison que cela évolue mal, mais je fais l'objet d'une surveillance médicale et je vous en rendrai compte de manière totalement transparente. Alors c'est une belle opération de théâtre. Hein. D'habitude, il est très maquillé, il est très coloré, là il est blanchâtre. On a l'impression qu'il a l'article de la mort, on a quasiment. l'impression qu'il a l'article de la mort. Bon, voilà, pour le moment, il a une grippe, on va dire. Voilà, pour le moment, il a une grippe. Surtout que lui, il est dans les moins de 50 ans. Oui, non, mais voilà. A priori, il y a très peu de risques. Voilà, donc alors peut-être qu'il a des raisons particulières de s'inquiéter, mais je ne sais pas. En tout cas, il nous dit, je vous tiendrai au courant tous les jours, en toute transparence, etc. Depuis, on n'a pas trop de nouvelles et on ne sait pas comment il se soigne. Quand il y a eu aux États-Unis Trump, on nous a donné le traitement de Trump. Ah, exactement, tout était transparent. Quand Giuliani a eu le Covid, on nous a donné le traitement de Giuliani. Voilà. Et Trump s'est montré, d'ailleurs, on lui a reproché. Oui, de toute façon, on lui a reproché toutes les choses. Oui, absolument. Là, Macron, il nous dit je vais vous rendre compte tous les jours avec transparence. Non. Bon, moi, je sais qu'il a la lanterne parce que j'y suis passé dimanche, enfin à l'extérieur. Oui, la communication. Et il y avait un grand nombre de gendarmes qui protégeaient Sa Majesté, donc il était bien à la lanterne. Alors, comme sur de nombreux autres sujets, la censure fait rage sur le Covid, pas seulement sur la question de la santé du président. Dans l'heure des pros, Yvan Rioufol est revenu sur la volonté de Twitter de censurer les publications remettant en cause l'efficacité des vaccins. Et j'entendais que même les GAFA aujourd'hui vont supprimer les tweets qui mettent en doute l'efficacité du vaccin. C'est-à-dire que tweet... Ah d'accord. Non mais vous êtes sérieux là? Vous êtes fous. Ah donc on peut pas... Mais ça s'appelle du stalinisme, c'est une pensée unique. Est irresponsable. Le vaccin, ce n'est pas une hostie, on n'est pas obligé de l'avaler quoi qu'il arrive. Oui, mais on n'a pas le droit de dire qu'il ne marche pas. Non, mais on a le droit d'avoir un avis contradictoire. Vous vous rendez compte? Vous êtes en train d'avaliser cette dictature du sanitaire correct que je dénonce depuis toujours. Yvan, c'est très grave. Yvan. Tout le monde a le droit de ne pas se faire vacciner, vous avez raison. Mais personne n'a le droit de dire que le vaccin est dangereux ou ne marche pas. On n'a pas le droit de dire que le vaccin est dangereux s'il a des arguments pour le dire. Mais il n'y en a pas. Sinon, vous cautionnez une censure. Yvan, on a une responsabilité, nous, médias. Oui. On ne peut pas dire que le vaccin est dangereux quand il a été avalisé par toutes les autorités sanitaires mondiales. Franchement, c'est ça la responsabilité du média. On a le droit de dire que Macron est dangereux, comme autant qu'on a le droit de dire que le vaccin est dangereux. Vous ne pouvez pas interdire une parole libre. Nous sommes dans une démocratie. Et ensuite, si cet argument est idiot, c'est à vous de démontrer que l'argument est idiot, de démontrer que ceux qui le disent c'est pas l'État sont qui a des crétins. Je vais vous prendre un exemple, et c'est toujours l'exemple ad litterum, comme on dit. Quelqu'un qui vient dire sur un plateau, les chambres à gaz n'ont pas existé. Mais là, c'est géré par la loi. Je suis désolé de vous le dire, mais je le récuse et je ne le laisse pas parler. Oui, enfin, attendez, là, je ne les laisse pas parler. Vous êtes en train de faire un parallèle entre les chambres à gaz et le négationnisme du vaccin. Là, je prends un exemple. Ce qui est très intéressant, c'est le fond du débat, si je puis dire, c'est la liberté de débat. Rioufol défend la liberté de débat, et aussi bien Geoffrin que Pro disent non, là, on doit dire que le vaccin, c'est parfait, on n'a pas le droit de le critiquer, puisqu'il faut que les gens se vaccinent, et il y a des autorités qui ont dit que le vaccin était bon, donc il n'y a pas de problème. Alors, ça, je pense que c'est une erreur, parce qu'on ne peut accéder à la vérité que par le libre débat. On ne peut croire la thèse A que si la thèse B a le droit de s'exprimer. Et puis après, on confronte les thèses. Et je vais vous donner un exemple sur les vaccins, un exemple ancien, qui concerne le BCG, c'est-à-dire le vaccin contre la tuberculose. Il a été imposé en France en 1947, rendu obligatoire pour les enfants en 1949, et il est resté pendant une cinquantaine d'années. Il a toujours été très, comment on dit, controversé. Il a été très controversé. Il y a toujours eu des opposants à ce vaccin pendant 50 ans. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé ?
au bout de 50 ans, il y a eu un changement de réglementation. Le vaccin a cessé d'être obligatoire. Et aujourd'hui, quand vous regardez les recommandations d'utilisation de ce vaccin, c'est extrêmement restrictif. C'est-à-dire, on doit avoir l'avis du médecin. On peut le faire, mais il faut l'avis du médecin, l'évaluation du coût-avantage, etc. Donc voilà un vaccin. Alors qu'aujourd'hui, il y a un certain retour de la tuberculose, non pas d'ailleurs par le fait qu'on ne vaccine plus, mais par le fait qu'on a une tuberculose importée d'Afrique, de population africaine. Et donc, on a la démonstration qu'au fond, finalement, pendant 50 ans, les anti-vaccins de l'époque avaient peut-être pas tout à fait tort, puisque finalement, on a fini par cesser de rendre ce vaccin obligatoire. Qu'est-ce que ça prouve ? Ça prouve que il faut débattre. Et sur ce vaccin qui vient, honnêtement, on ne sait pas grand-chose. Il n'y a pas de recul. Il y a le fait qu'il y a un côté nouveau, puisque pour certains vaccins, c'est un vaccin à ARN, non pas un vaccin traditionnel. On ne sait pas si il va s'adapter, il sera toujours efficace en fonction des variations du virus. C'est légitime d'avoir des discussions. Ouais. C'est légitime d'avoir des discussions. Ensuite, après, les gens prendront leur décision avec une balance coût-avantage, pas forcément facile à évaluer. Mais vouloir interdire le débat, c'est vraiment la pire des choses. Bravo à Rioufol, en tout cas, de défendre le libre débat. Effectivement. Et nous, on va passer à la revue de presse. Et pour entamer cette revue de presse, direction France Inter, Jean-Yves, avec l'émission de Tristan Mendes France, qui est le nouveau chroniqueur de France Inter, qui a donc fait une émission sur le complotisme. Premier thème, que faire quand un proche bascule dans le complotisme ? Alors, il donne une série de conseils à suivre, évidemment. Éviter d'être conflictuel ou agressif. Il déclare, on a parfois en face de soi un individu désagréable, braqué ou orgueilleux. L'important, c'est de garder du lien et d'essayer d'engager un échange. Un individu désagréable, braqué ou orgueilleux, mais c'est une autodéfinition de Tristan Mendes France, non ? C'est un autoportrait, c'est un artiste. C'est vrai que généralement, les anti-complotistes, la première caractéristique, c'est le mépris du complotiste. C'est un joli, bel autoportrait. En tout cas, voilà, il y a plusieurs recommandations qu'il fait. C'est intéressant, peut-être. Oui, alors, c'est intéressant, c'est vraiment les conseils du service public pour Noël. Avec le tonton complotiste, comment s'y prendre. Hein. On est vraiment là, c'est la propagande, c'est les leçons de propagande pour les soirées familiales, quoi. Ou amicales. Ouais. Ou amicales. C'est quand même assez extraordinaire. Alors, il dit d'ailleurs une chose qui est assez intéressante. Il dit qu'effectivement, ça peut amener le combat contre ce tonton complotiste, ça peut amener à remettre en cause son identité, quoi, au service de la vérité révélée par Tristan Mendes France. Alors tout de même, c'est intéressant parce qu'il dit voilà comment ils appellent les médias mainstream ou les médias officiels. Alors ça c'est bien parce que ça prouve que le vocabulaire progresse et qu'il atteint même Monsieur Mendes France. Alors on aurait pu aussi parler des médias de propagande, des médias de grand chemin ou des médias subventionnés. Alors, puisqu'on doit lutter contre le complotisme en s'appuyant sur des faits, on va essayer de le faire avec cette nouvelle. En 2019, 63% des mises en cause pour des violences sexuelles dans les transports en commun en Ile-de-France et 93% des auteurs de vols dans ces transports en commun en Ile-de-France sont de nationalité étrangère. C'est une note du ministère de l'Intérieur qui nous l'apprend, avec des tableaux qui récapitulent un petit peu tout ça. Et sur Twitter, on a même Sidounours, le tweetos Sidounours, qui a réalisé un tableau créant un ratio agresseur-agressé, puisqu'on a également la nationalité des victimes, en plus de celle des agresseurs. Et on apprend par exemple que pour un acte de vol commis par un Français de nationalité, il y en a 10 qui sont subis. Et à l'inverse, par exemple, pour un vol subi par une personne de nationalité maghrébine, il y a près de 19 vols commis par une personne de nationalité maghrébine. Jean-Yves, les chiffres sont frappants. Les chiffres sont tout à fait frappants. Ce qui explique d'ailleurs, par parenthèse, quand on reproche aux policiers de faire du contrôle au faciès, forcément, ils s'adaptent au profil de la délinquance. Encore que ces chiffres,
sont inférieures à la réalité qu'on peut observer, puisque vous avez d'un côté les nationalités étrangères, de l'autre côté, vous avez les Français et les binationaux. C'est-à-dire les binationaux sont inclus dans les Français. Une partie de l'immigration est comptée côté français. Voilà. Et donc, on a des chiffres qui sont en fait extrêmement clairs quant à la surdélinquance, notamment dans les transports en commun, mais pas uniquement, et notamment en Île-de-France, mais pas uniquement, la surdélinquance qui vient de l'immigration. Voilà, c'est un fait. Et ce qui explique effectivement que la police soit bien obligée de s'adapter. Encore une fois, si on interpelle une vieille dame, c'est assez peu probable qu'elle soit fortement, potentiellement délinquante. En tout cas, ça serait intéressant de savoir ce que Tristan Mendès France répondrait à cet argument qu'il qualifierait certainement de complotiste. Si le tonton reprend l'argument au moment de déguster la bûche. Le ministère de l'Intérieur, je ne sais pas si c'est une source suffisante pour lui, mais en tout cas c'est... c'est une source présumée fasciste. Oui, ça faut pas. N'ayez pas d'inquiétude. Oui, pour France Inter, c'est vrai que on est déjà à l'extrême droite. Restons sur le ministère de l'Intérieur avec des actions de protestation qui ont été menées par des policiers, Jean-Yves, cette dernière semaine, avec par exemple à Tours 120 policiers réunis devant le palais de justice pour protester contre des condamnations de collègues policiers. Et puis à Rennes, des policiers qui ont manifesté toutes sirènes hurlantes vers 23h près du domicile de la maire de Rennes. Jean-Yves, il y a un malaise policier. Il y a aussi eu des manifestations sur la place de l'Étoile, à Paris, sur la place de Triomphe. Il y a un grand malaise policier dont les médias ne parlent pas beaucoup, alors que c'est effectivement... c'est un vrai sujet, je pense, d'inquiétude, parce que globalement, la police bouge rarement, elle est quand même très disséminée, très encadrée, non seulement par sa hiérarchie, mais par ses propres syndicats. Or là, même on voit bien que les syndicats, même les syndicats mainstream, si je puis dire, et pas seulement les syndicats les plus un peu périphériques, ils commencent à trouver que la coupe est pleine. Voilà, la coupe est pleine. La coupe est pleine de la part de décisions de justice qui, à la fois, relâchent très facilement des criminels, y compris pour des fautes de procédure, et poursuivent des policiers pour des actes où ils exercent leurs fonctions dans des conditions difficiles. Voilà. Et on voit, Jean-Yves, que alors on enregistre cette émission, on n'a pas tous les éléments, mais on a 3 gendarmes cette fois qui sont décédés cette nuit dans l'exercice de leurs fonctions dans le Puy-de-Dôme en secourant une femme violentée par son mari. Et ce qui est incroyable, c'est que dans le même temps, on a Libération qui publie un article « Usage débridé des armes, racisme, contrôle défaillant, surenchère syndicale, que fait la police ?» Alors c'est police, gendarme, c'est pas exactement la même chose, mais l'esprit est quand même maladroit de la part de Libération. Oui, le calendrier les a pas beaucoup servi, mais on leur reprochera pas. Ce sont des bons garçons par nature. C'est le camp du bien, quoi. C'est le camp du bien. Alors, c'est bientôt Noël, c'est très très proche maintenant. Et bien, Arrêt sur Image a publié un article. Cette année, la plateforme Ulule, une plateforme de financement de divers projets, la plateforme Ulule vous propose Vive la France, un jeu de cartes qui fleure bon la fachosphère et vient d'achever sa 2e récolte de fonds. Pas de souci pour la plateforme, pour qui le jeu relève de la satire. Voilà le tweet d'Arrêt sur Image. Là, on rigole pas, on n'a pas le droit de rigoler. Écoutez, alors ça, c'est intéressant, parce que Tabibian... qui est l'initiateur de ce jeu de cartes. Qui est l'initiateur de jeu de cartes, qui est un humoriste, et qui vit notamment de ses vidéos sur YouTube ou de ses produits commerciaux ou ludiques. Tout est fait pour essayer de l'empêcher de monétiser ce qu'il fait. Parce qu'effectivement, si on l'empêche de monétiser ce qu'il fait, il est obligé de gagner sa vie autrement. Et donc là, on essaye de le taper au portefeuille, alors qu'il a bien besoin de ça pour vivre. Écoutez, voilà, on vous recommande d'aller soutenir ce projet Vive la France de Tabibian, puisque M. Schneiderman souhaite qu'il soit
censuré. C'est le côté petit délateur d'arrêt sur image. Ouais, c'est vrai que honnêtement, c'est pas glorieux. Ça fait très visqueux comme manière de procéder, un peu indirectement de dire il joue le pas de souci pour la plateforme. Voilà. Non, mais honnêtement, c'est vraiment déshonorant, je trouve, de procéder comme ça. À la limite, honnêtement, on pourrait le dire frontalement. Ouais. D'appeler à la censure. Ils vont bientôt recruter Tristan Mendès-France, je pense, sur image. Et on finit la revue de presse, Jean-Yves, avec cette rencontre en direct sur les réseaux sociaux entre Luc Bronner et des internautes. Luc Bronner, c'est le futur ancien directeur de rédaction du Monde qui va céder sa place à Catherine Monod. Et il répondait donc aux questions des internautes et il a notamment évoqué la question de CNews. J'ai un regard très dur sur les chaînes d'infos, notamment celles qui prospèrent sur un modèle low cost, qui est un modèle de débat, avec en général les gens les plus extrémistes, les plus polémistes et qui vont faire du buzz et qui du coup alimentent cette machine, ce bruit médiatique qui pour moi est assez insupportable. Donc d'abord on a une consigne interne qui n'est pas une obligation puisqu'on ne peut pas interdire, mais qui est de ne pas aller sur ces plateaux-là. Voilà, moi, à titre personnel, aller sur CNews, c'est non. Voilà, je pense que cette chaîne ne fait pas son travail et que cette chaîne, en allant même un peu plus loin, est problématique dans sa façon de couvrir une partie de l'actualité. J'ai une position personnelle qui est très dure parce que je pense que dans le moment dans lequel on vit, alimenter les tensions, alimenter les haines, alimenter le simplisme, la polémique, je pense que ça a des effets sur le fonctionnement démocratique et que ça a des effets qui sont dans certains cas potentiellement assez graves. Tous ces débats à la journée où en général viennent des Zemmour, viennent par exemple les journalistes de Valeurs Actuelles, on en parlait entre nous avant de commencer la discussion. Bon, moi je pense que ça n'a aucun intérêt pour des journalistes du Monde d'y être présents et que ça abîme la discussion, ça ne rend pas possible une discussion intéressante. Donc c'est vrai que je suis partisan de ne pas y aller. Alors là, on retrouve une constante de toutes nos émissions, finalement, c'est la volonté d'interdire le débat. Ouais. D'interdire le débat. Par parenthèse, Le Monde a longtemps eu une page opinion et débat où toutes les tendances pouvaient s'exprimer, y compris les élus du Front National, au moins jusqu'au début des années 90. Parce que le débat, précisément, c'est le débat. C'est des gens d'opinions différentes. Oui. Or là, il nous dit « Ah mais non, pas du tout, c'est très malsain ces news parce qu'il y a des gens qui n'ont pas les mêmes opinions que moi. Ouais. » C'est ça qu'il nous dit. Et il dit « Je ne veux pas y aller, je ne veux pas que mes journalistes y aillent, probablement parce qu'ils prendraient la fessée. » C'est ça la vérité. Comme on n'a pas d'argument, on refuse le débat. Ouais. Et on vise à interdire le débat parce qu'il dit que CNews, c'est problématique. Ouais. Que la présence de Zemmour, c'est problématique. Que la présence des journalistes de Valeurs Actuelles, c'est problématique. On est dans un délire sectaire de la part de quelqu'un qui a dirigé Le Monde pendant des années, censé être le grand journal de référence. Enfin bref, c'est comme le New York Times ou le Washington Post. C'est devenu des tracts de propagande. Remarquez, il part, puisque à partir de janvier, il est remplacé, à sa demande, paraît-il, par Caroline Monod. C'est parfait parce que là, on est dans l'antifa professionnelle, donc au moins on est garanti, la ligne sectaire du Monde va être maintenue. En tout cas, c'est vraiment incroyable, les propos qu'il a tenus, c'est vraiment du... Je vais dire du soviétisme, enfin c'est vraiment le refus absolu de l'altérité idéologique. Oui. C'est assez incroyable, oui. Vraiment étonnant. Passons au deuxième sujet, Miss France, antisémitisme importé, médias gênés. Samedi dernier, Amandine Petit, Miss Normandie, a donc été élue Miss France 2021. Mais ce qui a retenu l'attention médiatique, c'est également des attaques antisémites contre Miss Provence, avec effectivement sur les réseaux sociaux des messages contre cette personne qui avait révélé ses origines israéliennes sur scène. Et selon les médias, Jean-Yves, les coupables de ces attaques antisémites seraient d'extrême droite. Ah oui, alors selon Gala, selon Voici, selon France Info. Or, ce n'est pas exact. Les attaques proviennent essentiellement des milieux
pro-palestinien. D'ailleurs, ce qui lui est reproché, c'est d'avoir dit qu'elle était d'origine israélienne, même pas juive, parce que c'est les milieux pro-palestiniens et les milieux maghrébins, les milieux musulmans qui ont fait cette campagne. Dire que c'est l'extrême droite, c'est vraiment nier totalement la réalité. Alors, la LICRA s'est saisie de cette affaire et un incident médiatique en 2 actes a eu lieu sur le plateau de Pascal Praud, d'abord avec ses propos de Jean Messia ce lundi 21 décembre. Les Juifs de France devraient quand même demander un certain nombre de comptes à des organisations comme la LICRA, comme l'UEJF et comme d'ailleurs un certain nombre d'intellectuels juifs qui ont poussé cette invasion migratoire depuis les années 80 avec les vagues successives d'immigration. Ils ont défendu les vagues migratoires. Ils défendent de manière inconsciente l'islamisation de la France par la défense effectivement d'un certain nombre d'associations. Voilà. L'islamisation. Oui, parce qu'ils considèrent, parce que il y a je comprends ce qu'il peut dire. Parce que SOS racisme, effectivement. Il y a un phénomène. Parce qu'elle veut s'arrêter. Il y a juste un phénomène qui consiste pour un certain nombre d'intellectuels juifs à assimiler la défense de l'identité française à du nazisme. Et donc face à ça, eh bien, on autorise un déferlement migratoire, on accueille les immigrés comme si c'était des juifs dans les années 40, sauf que c'est pas la même chose et aujourd'hui on le découvre. Écoutez, je pense que Messia a raison, effectivement, il y a un certain nombre d'organismes comme l'UEJF ou comme le CRIF ou comme la LICRA qui ont longtemps milité pour l'ouverture des frontières à l'immigration et l''immigration musulmane. Oui, c'est clair. Ils récupèrent l'anti-israélisme et l'antisémitisme de cette immigration. Ils n'ont qu'à s'en prendre qu'à eux-mêmes. Et moi, je pense qu'ils devraient faire, j'irai plus loin que Messia, ils devraient faire repentance. Ils devraient s'excuser auprès des Français, en général, de l'action qu'ils ont conduite pour l'immigration et qui s'avère une catastrophe. Voilà. Bon, ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui est intéressant, c'est qu'on voit que Messia est obligé de hausser le ton. Or, ce n'est pas Messia qui hausse le ton. C'est ces contradicteurs qui le coupent, qui veulent l'empêcher de parler et qui l'amènent à hausser le ton. Et c'est comme ça qu'après, on va vous dire, c'est un extrémiste, vous voyez, il hausse le ton. Mais il est obligé d'hausser le ton, parce que sinon on lui retire la parole. Parce qu'il dit des choses qu'effectivement, il est globalement interdit de dire. Voilà. Et ce qui est intéressant également, c'est le deuxième acte de cette polémique, avec cette réponse de Mario Stasi, le président de la LICRA, le lendemain, le 22 décembre. Monsieur Messia n'a pas sa place, je suis désolé, Monsieur Praud, n'a pas sa place sur des plateaux. Vous n'êtes pas là pour donner... Non mais Mario Stasi, arrêtez ça. Je veux dire, arrêtez ça, franchement. Non, mais arrêtez ça, si vous voulez. Vous n'êtes pas là pour donner les bons points, de savoir qui a sa place, qui n'a pas sa place. Moi, je vous ai donné... Attendez, Mario Stasi, s'il vous plaît. Donc, vous n'êtes pas là pour ça. Vous êtes là pour répondre à Jean Messia et vous n'êtes pas là pour donner des injonctions de savoir qui doit parler, comment il doit parler, etc. C'est absolument insupportable et intolérable. Donc maintenant, vous répondez, comment dire, sur le fond et vous gardez vos commentaires pour vous, si j'ose dire. Le reste, à vous. Vous pensez qu'on peut répondre sur le fond à un délire toxique tel que celui qui a été proféré? Répondez, justement, vous êtes là pour ça ce matin. Donc plutôt que de dire délire, en quoi est-ce un délire, en quoi c'est toxique, en quoi c'est nauséeux. Pour le moment, je trouve que vous êtes assez faible dans l'argumentation. Je préférais que M. Messia explique pourquoi lui et son parti ont soutenu au municipal un candidat à Givors qui était un soutien de Dieudonné. Je préférais que M. Messia... Non mais ça, c'est pas... Répondez sur ce qu'il a dit hier. Je veux dire, répondez précisément sur ce qu'il a dit hier. Intellectuellement, qu'est-ce qui vous a choqué dans ce qu'il a dit hier? Il n'y a pas l'ombre d'une argumentation depuis que vous parlez depuis 5 minutes. C'est toujours la même chose, l'appel à la censure. Ouais. Messia, vous ne devriez pas l'inviter. Ouais. Il dit des choses qu'il ne devrait pas dire, vous ne devriez pas l'inviter. Et l'absence totale d'arguments. Ouais. Que Pro souligne. Alors il faut dire que la LICRA, ce sont des professionnels de ça. Moi j'ai assisté récemment au procès de Renaud Camus, où il y avait la LICRA et tout un tas d'organismes. Ils n'ont aucun argument, ils ne traitent pas les dossiers. Ils arrivent en conquérant, parce qu'ils sont censés représenter le bien, et ils font toujours le même baratin, sans jamais travailler le dossier. Et là, Mario Stasi, il n'a absolument pas travaillé son Pascal Praud le lui dit bien d'ailleurs. Et donc il arrive, il est sans argument. Sans argument. Ouais, c'était très, très, très intéressant comme double échange. Un échange plein d'enseignements. Ils vont finir par me faire de la peine, la LICRA.
Alors Jean-Yves, ça va bientôt être la fin de cette émission, mais on a une espèce de coup de chapeau général à donner à la France profonde, qui est toujours vivante malgré tout, et à commencer par un animateur de télévision. Alors, il y a d'abord Pernaut, qui a eu Jean-Pierre Pernaut, qui a fait son dernier JT, mais qui continuera d'être présent de différentes manières. Après 30 ans de succès quand même, et effectivement où il a exprimé une autre manière de voir l'actualité, plus positive, plus enracinée, plus nuancée. Il parlait sans prompteur. Ouais. Et ça, c'est une marque de sincérité quand même. Et Jean-Yves, cette sincérité, eh bien, elle ne plaît pas à tout le monde. Par exemple, Bruno Mazur, qui est un ancien présentateur de JT, qui déclare sur Twitter « Une rare lueur d'espoir en cet annus horribilis, le départ de Jean-Pierre Pernaut après 33 années de lavage de cerveau, démagogie assumée, populisme frisant parfois le complotisme, clin d'œil à la droite extrême, absence totale de hiérarchie dans l'info, bref, la totale sans regret. » Et il conclut « Un JT aux couleurs pétainistes, travail, famille, patrie, la terre ne ment pas, la France éternelle, etc. » Alors c'est assez marrant qu'il utilise l'expression « pas de hiérarchisation de l'info », alors que précisément, il reproche à Pernaut une hiérarchisation de l'info qui n'est pas la sienne. Oui, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire que ce qu'il reproche, là encore, c'est un point de vue différent du sien. On est toujours dans ce même débat, cette espèce de caste sectaire qui s'exprime dans les médias dominants. Et qui a une haine terrible de ceux qui ne pensent pas ou qui n'expriment pas les mêmes choses qu'eux, parce que là, on sent le ressentiment, mais... Oui, Pernaut a fait 33 ans, Mazur en a fait beaucoup moins, donc il y a peut-être un peu de ressentiment. C'est peut-être l'explication, effectivement. Oui, peut-être. Et donc, oui, alors il n'y a pas eu que Jean-Pierre Pernaut, il y a eu d'autres belles choses dans cette fin d'année. Il y a eu d'autres belles choses. Il y a eu d'abord la famille Lefebvre. La France a un incroyable talent sur M6, sélectionné pour cette émission. Qui a gagné, même, qui a gagné. Et qui a gagné, bien sûr. Il y a la Miss France normande, qui est une belle jeune femme blonde aux yeux bleus. Il y a les identitaires qui ont gagné leur procès en appel, alors qu'ils étaient poursuivis pour leur défense des frontières dans les Alpes. Donc il y a eu quand même un ensemble assez sympathique qui montre que la France, dans ses profondeurs, reste toujours vivante. Et que dans cette année 2020, un petit peu particulière, il y a quand même de la joie et du positif quand on cherche un petit peu. Donc, voilà, ça permettra de passer un bon Noël et des bonnes fêtes malgré le confinement. Exactement, donc c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi et puis encore un joyeux Noël. Et Jean-Yves, on ne se dit pas non pas à la semaine prochaine, mais à l'année prochaine, puisqu'on reviendra dans 2 semaines. Oui.